Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Vous êtes également président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. À ce titre, nous vous demandons ce matin, après 2 mois de guerre en Israël et dans la bande de Gaza, quel est un peu votre regard? Vous vous interrogiez il y a quelques jours sur les buts de guerre de l'État hébreu. Vous ne les voyez pas, n'est-ce pas, comme il l'affirme, l'État hébreu, la destruction du Hamas, le mouvement qui a commis le 7 octobre, les massacres qui ont déclenché ce nouveau conflit? Oui, je crois que là, quand on fait une guerre, Clausewitz l'avait dit, on fait une guerre pour atteindre des objectifs politiques. On voit bien quels sont les objectifs militaires d'Israël, qui est de détruire l'appareil militaire du Hamas. Mais chacun sait que ce n'est pas le problème central. Le 7 octobre a été un acte de violence terroriste inouï, mais ce n'est pas une conquête territoriale. Le problème militaire est second par rapport au problème du terrorisme et au problème surtout de l'avenir des territoires palestiniens et d'abord de Gaza. Or, il y a 2 300 000 personnes et le gouvernement israélien ne dit absolument pas la façon dont il peut dont il envisage la survie, simplement la survie physique. Et nous sommes maintenant, tout le monde le dit, y compris le président Biden, dans une situation d'extrême urgence humanitaire. Or, les projets de Tsahal sont de faire la guerre pendant encore plusieurs mois. Donc nous sommes dans une impasse. Des couloirs humanitaires, dit l'armée israélienne. Vous entendez ces informations? Il y a le problème des couloirs humanitaires. Ce que nous voyons, c'est que la population a été repoussée dans le sud au début pour que les opérations se fassent dans le nord. Et maintenant, les opérations se font également dans le sud. Les couloirs humanitaires, ce n'est pas une solution. Nous avons une population énorme. 2 300 000 personnes, il faut les faire vivre. Or, jusqu'à présent, Israël ne dit pas. Israël a un statut de puissance occupante. En droit, la puissance occupante a le devoir de s'occuper de la survie matérielle des populations qu'elle occupe. Or, ce n'est pas sa préoccupation aujourd'hui. Dans ce que dit Israël sur l'objectif et la justification de ces attaques, pourquoi, selon vous, malgré la disproportion des forces, l'État hébreu n'est pas parvenu jusqu'à présent à mettre le Hamas hors d'état de nuire? Quelle est l'efficacité finalement militaire de cette stratégie? Je crois que nous en sommes à la 6e guerre d'Israël contre le Hamas, et sans doute parce que le problème de Hamas, la force du Hamas n'est pas militaire. La force du Hamas, elle est essentiellement... Les violences terroristes ont été absolument atroces. Mais vous voulez dire quoi? Qu'il est indestructible, le Hamas, après le Hamas, 2 mois? Écoutez, simplement, je constate 2 choses. C'est que quand il a fallu négocier, et qu'il faut toujours négocier, ce qui est une demande profonde de l'opinion israélienne, la libération des otages, Israël a bien été obligé de discuter avec... Et la trêve a été rompue, notamment par des tirs de roquettes. Ça veut dire que... Oui, la trêve a été rompue, mais au nom de quoi? Et puis, deuxièmement, le Hamas, il faut le reconnaître, a marqué des points. Le problème palestinien n'existait plus, était évacué par tout le monde, y compris par les Européens. On n'en parlait plus. Les Américains, les Européens, les Arabes, tout le monde, les Palestiniens, tout le monde s'en foutait. Le Hamas a remis en selle la revendication des 2 États, paradoxale, puisque ce n'est pas la sienne. Lui, il veut carrément la destruction de l'État d'Israël. Et donc, les Palestiniens, tout à coup, découvrent que le Hamas a été leur défenseur. Et donc, il a marqué des points politiquement. Selon vous, président de la Commission des Affaires étrangères française, de quelle marge... de quelle marge dispose aujourd'hui le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou? La population israélienne soutient son armée. Est-ce que ça lui donne les mains libres, selon vous? La population israélienne soutient son armée, c'est indiscutable. La population israélienne a été justement traumatisée par les horreurs absolues du 7 octobre. Je ne crois pas, en revanche, qu'elle soutienne son Premier ministre. Tsahal est de très loin la première armée du Moyen-Orient. Elle a donc des moyens tout à fait réels d'action, mais il n'y a pas de solution politique et un seul pays en réalité est capable de le lui faire entendre, ce sont les États-Unis, car toute la défense israélienne repose sur la continuité de la coopération avec les États-Unis. Fin octobre, Emmanuel Macron s'était rendu en Israël, il avait défendu à nouveau une solution à 2 États tout en apportant son soutien à l'État hébreu.
C'est inaudible là-bas? Si, nous concourons à la formation d'une opinion européenne assez nette, et la communauté internationale dans son ensemble aura un rôle à jouer. Les États-Unis, l'Europe, les États arabes qui entourent Israël. Il ne faut jamais oublier qu'Israël est un enfant, non pas de la Bible, contrairement à ce que pensent les ultra-orthodoxes, est un enfant de la communauté internationale. À un moment, la communauté internationale a dit que les Juifs avaient droit à un espace souverain pour défendre leur liberté, leur sécurité. Ça veut dire aujourd'hui ? Et donc, on ne bâtira pas l'avenir d'Israël en rupture par rapport à la communauté internationale. Seulement, il faut qu'elle prenne elle-même ses responsabilités. Mais au-delà de l'analyse, M. Bourlange, que peut faire, encore une fois, la communauté internationale? Vous dites qu'il n'y a que les États-Unis qui ont des leviers. L'Europe ne sert à rien. Je dis qu'il est clair que le gouvernement israélien, notamment le Premier ministre, ne veut pas entendre parler de la solution à deux États. Mais il est clair aussi qu'il n'a aucune solution à proposer, sinon d'évacuer 2 300 000 réfugiés de Gaza vers l'Égypte, qui n'a aucune raison d'en prendre, et les Palestiniens de Cisjordanie, en Jordanie, chez le roi Abdallah. C'est la solution par le vide. Cette solution n'est pas acceptable. Nous devons donc l'avenir, c'est de faire une conférence internationale dans laquelle, effectivement, on sécurise toute Israël, mais qu'on reconnaisse les droits légitimes de la population palestinienne. L'Europe et la France, évidemment, doivent prendre une part importante à ce type d'initiative, mais dans l'immédiat, débloquer la situation auprès d'Israël, il faut le reconnaître. C'est comme ça, c'est le rapport de force. Ça dépend assez exclusivement de l'attitude des États-Unis, qui eux-mêmes sont embarrassés par leur situation intérieure. On en parle justement. Joe Biden, toujours président des États-Unis et jusqu'à l'an prochain, est-ce qu'il est aujourd'hui menacé par cette vague que l'on voit dans l'opinion, dans une partie de l'opinion, se développer en faveur de son prédécesseur, Donald Trump? Est-ce que vous êtes de ceux qui croyaient à un retour possible de l'ancien président? Écoutez, je ne suis pas la petite d'elle, je ne pourrais pas vous dire l'avenir, mais je regarde les sondages, je vois que M. Trump devance légèrement M. Biden dans les intentions de vote et qui gagne partout aujourd'hui dans ce qu'on appelle les swing states. Donc on a une... en tout cas, les États, avant la primaire des Républicains. Oui, avant la primaire des Républicains, donc on a une hypothèse qui est plus que possible d'un retour de M. Trump. Et je crois que nous ne mesurons pas à ce jour à quel point c'est une rupture fondamentale. D'abord dans l'ordre démocratique américain. Le programme qui a été publié par Trump est tout à fait terrifiant et met en cause... Mais c'est des menaces sur la démocratie américaine, vraiment? Oui, absolument clair, sur l'indépendance de la justice, sur l'administration, sur quantité... Non, les fondements libéraux de la démocratie américaine sont mis en cause. Et pour nous, c'est notamment, même s'il y a maintien dans le temps, dénonciation de l'article 5, qui est l'article de solidarité entre l'OTAN, entre les membres de l'OTAN, donc l'article de protection. Pour nous, ça nous crée, à nous, Européens... Parce que Donald Trump a dit vouloir remettre en cause ça, et ça nous crée, à nous, Européens, un devoir évident de mobilisation de nos forces, et surtout d'union, de concentration, de synergie. C'est pourquoi, même si je suis un Européen inquiet, je reste un Européen convaincu, parce que je crois que si nous ne sommes pas capables de faire face à cette situation nouvelle ensemble, nous disparaîtrons. Monsieur Bourlange, on va passer de l'Europe au débat franco-français, car vous êtes aussi, on le disait au début de l'émission, un député du MoDem, du parti de François Bayrou, l'une des composantes de cette majorité, le MoDem, qui va avoir fort à faire à partir de lundi, puisqu'arrive dans l'hémicycle le projet de loi Darmanin sur l'immigration. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas être un fleuve tranquille. Il y a notamment une motion de rejet qui va être discutée dès lundi. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura un article 49.3 une nouvelle fois pour faire passer cette loi? Bon, alors, il y a deux questions dans votre question. Ouais. Je suis assurément préoccupé. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Si les partis politiques qui prétendent vouloir réguler l'immigration s'opposent à ce texte, qui est un texte de simplification, de rationalisation et de rigueur accrue sur la gestion des flux d'immigration... Vous dites les partis, c'est les Républicains. Le parti, c'est le parti républicain. Et le RN avait jusqu'à présent dit que, bien sûr, ce n'était pas du tout ce qu'il voulait, mais qu'il y avait quand même quelques bonnes petites choses à prendre. Maintenant, il semble s'orienter vers sur une position différente. Les Français, je crois, apprécieront
à leur juste valeur le fait que quand le gouvernement et la majorité essaient de faire un effort de clarification de cette situation, eh bien, on le renvoie dans ses buts. Mais... C'est absolument dommage. Sur le 49.3, nous sommes au MoDem tout à fait hostile, pas du tout hostile au principe du 49.3, je tiens à le dire, qui est beaucoup plus démocratique qu'on le dit, mais ici, il y a une responsabilité à prendre par chacun. Les partis politiques veulent-ils améliorer notre gestion de l'immigration ou pas? Chacun doit prendre ses responsabilités et le peuple jugera de la responsabilité des partis. S'il devait quand même être employé, cet article Massu, est-ce que ce serait supportable pour l'actuel gouvernement, Elisabeth Borne et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin? Je n'en sais rien. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que le MoDem ne votera pas la motion de censure contre le gouvernement s'il est employé. Mais notre discours et notre action au sein de la majorité vise à dire que non, il ne faut pas recourir au 49.3. On n'est pas dans une situation d'urgence absolue qui requerrait ce type de procédure. Eh bien, on le verra dans l'hémicycle à partir de lundi. Merci beaucoup Jean-Louis Bourlange, député MoDem. Et c'est la suite de Télématin.